Entrevue réalisée par Philippe Jeté auprès de Pierre Bacon à son domicile de Sainte-Geneviève de Berthier pour le projet Pour la suite du geste. Rassemblons-nous de la MRC de Dautré. On est le 5 juin 2017. Comment on va te demander, Pierre, ta date de naissance? Avril 52. Ouais. Et puis le nom de tes parents? Mon père s'appelait Lucien Lucien. Bacon. Ma mère, c'est Huguette Savignac. Puis tes parents, ils venaient de où? Berthier. De Berthier? Berthierville? Mhm. Toi, t'es né À Berthier. Berthier aussi. Et puis le nom de tes grands-parents paternels et maternels. Attention, mon grand-père s'appelait Abondéus. Ma grand-mère s'appelait Diane Archambault, OK. du côté de mon père. Ça venait d'où? Mon grand-père, Berthier aussi. Ma grand-mère paternelle, ça venait du coin de Saint-Côme, dans ces coins-là. Hein? Ouais. Puis du côté maternel? Mon grand-père, c'était un Savignac. Ma grand-mère, c'était voyons. Attends un peu. Ma grand-mère maternelle, Alice Laporte. Oui, Alice Laporte. Hein? Mon grand-père, c'est de Berthier aussi. Dans son jeune temps, peut-être Sainte-Élisabeth. Je pense que ça venait de Sainte-Élisabeth. Puis ma grand-mère aussi, OK. si je ne me trompe pas. Les deux de Sainte-Élisabeth. Ouais. Non, parfait. Et puis, toi, as-tu des frères, des sœurs? J'ai deux frères. Ouais. Ton rang dans la famille? Le premier. Le premier? Le- Ouais, c'est bon. Et puis, toi, est-ce que tu as des enfants? Ouais, là, un gars. Un gars? Ouais, il a quel âge? 37. Son nom? Rémi. Ton état civil? À lui? Le tien? Le mien, moi, je suis célibataire. Ouais. Parfait. Puis, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait un bac en sculpture. Ah ouais? Mm. À quelle université? Du Québec, Ouais, à Montréal. parfait. Et puis, ton métier? Mon métier, Ouais. c'était enseignant. J'ai été ébéniste, j'ai été enseignant aussi. Ouais. T'enseignais à quel niveau? Enseignant au secondaire. Ouais. Ah ben, au secondaire, il apprenait à... J'enseignais en adaptation scolaire aux ateliers. Ah ouais, OK. À être ébéniste ou Non, à non, non, travailler non, le bois? ça s'appelait, au début, ça s'appelait Atelier général du bois. C'est des projets que je faisais faire aux élèves en utilisant le bois comme matière principale. OK. Puis t'as fait ça pendant combien de temps? 25 ans. Ah ouais. À l'école Pierre de Lestage? Pierre de Lestage, Joliette, j'en ai fait aussi à Saint-Félix. Ouais. OK. Ah ben super. Puis est-ce que toi ou ta famille, un surnom? Non. Non. Parfait. C'est quoi ton plus vieux souvenir en lien avec les appelants de chasse? Mon plus vieux souvenir, j'ai une photo de moi avec, je pense que j'ai trouvé ça à photo, j'ai 3 ans à peu près, avec une petite carabine à bouchon. Tu n'as pas connu ça, tu es trop jeune. Carabine à bouchon, c'est une carabine à air avec un bouchon de liège au bout attaché avec une corde, puis quand on tirait, ça faisait pop! Puis le bouchon volait, mais avec les... C'est une photographie avec les canards que mon père avait, les canards que mon père a tués en revenant de la chasse. Là. Les canards sont tous là dans la shed, puis pour les besoins de la photo, il avait tout attaché les canards au mur, puis je suis photographié devant ça, en train de tirer de la carabine à bouchon. J'ai 3 ans, sa photo. Ah ben c'est bon. Puis y avait-tu des appelants? Oui, sur la photo, on voit des appelants que mon père a fait. Ah ouais? Ouais. OK. Ah ben, fait que dans ta famille, est-ce qu'il y a d'autres personnes que ton père qui faisaient des Non, appelants? non. Non. Puis dans la région ici, dans le coin, dans la MRC, connais-tu d'autres personnes qui sculptent des appelants? Qui en sculptent maintenant ou qui en ont sculpté avant? Ben les deux. Qui en ont sculpté avant, oui, il y en a eu. Mais il n'y en a pas des tonnes. Il y en avait beaucoup qui allaient à la chasse au canard, mais qui en sculptaient, il y en a eu un peu, mais quelques-uns.
Tu connais-tu leur nom? Qui ont sculpté. Oui, mais des fois, je connais il y en a, c'est plutôt le surnom. Tu peux me nommer le surnom aussi. Attends un peu, mais j'ai entendu parler de Kitty Laprade. Kitty Laprade, c'est quelqu'un de l'âge de mon père, que je n'ai pas connu personnellement, Kitty Laprade, mais j'ai entendu dire qu'il en faisait, qu'il en avait fait. À part ça, dans la région, il y a Yves Guertin, qui en a fait et qui en fait encore. De Saint-Ignace. De Saint-Ignace. Puis Laprade, Tiki. Kitty Laprade, lui, c'était de Berthier. De Lui, Berthier. c'était de Berthier. OK. À part ça, attends un peu. Aimé Fernet en a fait. Aimé Fernet de La Petite Rivière en a fait. Laurent de la Petite Rivière? Ouais. Mais pour ça, il n'y a pas d'autres noms qui me viennent. Non. Puis actuellement, qui pratique encore ça, la sculpture de plan de chasse? Dans la région, Ouais. il y a Yves Guertin qui en fait encore un peu. Et moi, il y en a un jeune qui en fait à Saint-Ignace. Il s'appelle Stéphane Harper, un jeune de Saint-Ignace. Il en a fait. Je pense qu'il en fait encore quelques-uns, de temps en temps. OK. Il y aurait vers quel âge, lui? Lui, il aurait peut-être ton âge. Ouais. Ouais. Moi, j'ai 32. Bon, il doit jouer là-dedans à peu près. Ah, c'est bon. Puis ça, c'est-tu quelque chose qui était historiquement, quelque chose qui était bien ancré dans le quotidien des gens, la sculpture de plan? La sculpture de plan, pas tant que ça. C'est plus la chasse au canard qui est ancrée dans la région. Dans les années 50, 60, même, je dirais 70 aussi. Là. La chasse au canard, c'était comme... je sais pas comment... Le hockey avec les Nordiques de Québec, dans la région de Québec, là, c'est la chasse au canard à Berthier, dans la région Saint-Ignace puis Berthier, là, c'était quelque chose de bien important. Même pour te donner un exemple, l'ouverture de la chasse au canard, là, les gars ils pensaient longtemps, là, puis ils avaient hâte. L'ouverture de la chasse au canard, c'était un samedi de septembre. Ben, le vendredi, avant l'ouverture, il y avait des shops qui fermaient. Ça valait pas la peine de rester ouvert parce qu'il y avait trop de gars qui calaient, malades, parce qu'ils s'en allaient préparer leur chasse, ou bien ils s'en allaient déjà coucher dans les îles du lac Saint-Pierre pour être prêts pour le lendemain matin. Les shops fermaient. Il y a des shops qui fermaient. Ça, c'était dans quelles années, tu dis? Dans les années 50, 60. Dans les années 50, 60. Là. Ah ouais? Ouais. Ça, c'était les shops de... Ah, des shops. Des shops... des shops comme la Mitchell, les shops comme des shops... Là, je ne sais plus le nom de la shop, là. J'étais jeune, trop jeune dans ce temps-là, mais ça m'a été compté que les shops, il y a des shops qui fermaient. Ah ben. Il y avait trop de chasseurs. Trop de chasseurs dans la shop. C'est comme dans Matapédia, quand c'est le temps de la chasse à l'orignal. Bon, il y a ça dû passer la même chose là, aussi. Le staff diminuait pas mal. Ben ouais. C'est bon. Et puis, d'après toi, c'est quoi le rôle du gosseur ou du sculpteur d'appelant? Son rôle par rapport à quoi? Ben, le rôle par rapport à sa pratique, dans le fond, j'imagine qu'il y a un rôle Ben, plus utilitaire. on parle dans le temps où c'était fort. Ben, le sculpteur de plan, c'est le gars qui avait le talent pour faire des canards. C'était pas donné à tout le monde d'être capable d'en faire et d'avoir le talent artistique pour les faire. C'était le gars qui s'en faisait pour lui et peut-être aussi pour d'autres. S'il y avait un talent un peu plus poussé puis s'il y avait le goût, il pouvait en faire pour d'autres. Puis là, on parle des années 30, 40, début des années 50 un peu aussi. C'était le canard, l'appelant comme tel, c'était un outil. C'était un outil pour se nourrir.
C'était un outil fonctionnel. Aujourd'hui, c'est une décoration, c'est autre chose. Mais dans le temps, c'était considéré juste comme un outil. C'était juste c'est ça, c'était juste quelque chose de fonctionnel pour nourrir sa famille ou pour, si on recule encore plus, du temps des chasseurs commerciaux, parce qu'il y a eu aussi des chasseurs commerciaux, comme il y a aujourd'hui encore des pêcheurs commerciaux, mais il y a eu des chasseurs commerciaux avant que la loi de 1918 passe. Il y avait des chasseurs commerciaux qui, eux autres, utilisaient des canards de bois qui étaient sculptés par des sculpteurs. Donc, c'était le métier, puis qui fournissait les chasseurs commerciaux en appelant. Mais quand la loi a passé, là, les chasseurs commerciaux n'avaient plus le droit de tuer des canards pour vendre la viande. Ça a été défendu. On pouvait continuer à chasser, mais juste d'une manière sportive. Une manière sportive, pour nourrir, on n'avait plus le droit de vendre. Personne n'avait le droit de vendre, en principe, de vendre la viande d'oiseaux migrateurs. Là, à ce moment-là, la demande de canards sculptés a beaucoup diminué parce qu'il n'y avait plus de chasseurs commerciaux. Là, il y avait encore les sculpteurs qui sculptaient pour les chasseurs commerciaux. Soit ils ont arrêté d'en faire puis sont allés travailler à autre chose. Il y en a d'autres, il y en a qui ont continué puis qui se sont recyclés un peu. Ils ont commencé à faire des canards plus sophistiqués, plus décoratifs pour vendre des canards, pour aller plus sur les manteaux de cheminée puis comme décoration, puis qui ont continué. Puis c'est ceux-là qui sont aujourd'hui, qui sont les plus reconnus, si on parle des sculpteurs des années 30-40, c'est ceux-là que le nom est le plus resté, parce que les autres ont continué la tradition, puis ont poussé ça encore plus loin. Ah, ben, c'était très intéressant. Mais quand les années 50 sont arrivées, là, il y a eu l'arrivée des canards en plastique qui ont remplacé les canards de bois. Les canards de plastique avaient des qualités que les canards de bois n'avaient pas. Ils coûtaient moins cher, ils étaient plus légers. Là, à ce moment-là, la production a diminué encore bien plus. Celui qui a continué à faire des canards de bois, c'était pour son plaisir à lui. OK. Ça, c'est arrivé dans les années 50. Dans les années 50, les canards de plastique, ça s'est généralisé. Là. Okay. Mais en même temps, c'est là aussi que des antiquaires ont commencé à faire la tournée des campagnes sur le long du fleuve pour ramasser les canards de bois que les gars n'utilisaient plus pour la chasse, puis leur donnant en échange des canards de plastique. Là, les antiquaires ont ramassé des canards de bois. C'est peut-être un mal pour un bien, parce que là, les canards de bois, au lieu de traîner dans la grange à l'humidité puis à pourrir, ils se sont en allés chez les antiquaires, puis peut-être que ça a préservé bien des canards de bois aussi. Tu connais-tu des antiquaires qui collectionnent les appels? Tous les antiquaires, tous les antiquaires qui ont du fleuve en ont eu. Puis dans la région ici, y en a-tu? Ben oui, la Velletrie, la Norelle-la-Velletrie, il y en a. Ouais, lesquels? Oh, le nom je me souviens pas. Okay. Puis là, ton père, toi, il a appris ça comment ou de qui à sculpter les canards? Il a appris ça tout seul. Mon père, il avait un talent, c'était un manuel, puis il avait un talent pour sculpter. Ouais. Mais lui, il en a fait pour lui, pour la chasse, pour lui. Il en a fait un peu pour d'autres, mais il a fait peut-être 300 canards dans sa vie. Peut-être 300. Quand même. Son père, à lui, est-ce qu'il sculptait aussi? Non. Puis d'après toi, pas d'après toi, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente, la sculpture d'appelant de chasse? Aujourd'hui? Pour moi, c'est comme un défi. Ça fait 40 ans que j'en fais, à peu près. C'est un plaisir, ça me détend. C'est un hobby. C'est plus pour la chasse parce que j'ai arrêté de chasser. Dans les années 60, 70, je sculptais des canards pour la chasse. Quand j'ai arrêté de la chasse, j'ai continué à en sculpter, mais là, plus des canards pour le plaisir de les faire de plus en plus
plus ressemblant. Puis, d'après toi, pour ta communauté, les gens des environs, ça représente quoi pour eux autres, les appelants de chasse? Aucune idée. Les appelants de chasse, ben, les appelants de chasse, c'est pour le monde en général de la région, c'est plus un souvenir. Ah oui, mon oncle en avait, mon oncle chassait, puis mon oncle en avait. Tu sais, si on parle de ceux de Berthier, de Saint-Ignace, des îles, et on connaît tous quelqu'un qui a chassé, puis qui avait des canards de bois. Ah oui, mon oncle en avait, mon père en avait, puis des choses comme ça. Oui, parfait, ça. Puis toi, tu disais que ça faisait 40 ans que tu avais commencé à sculpter des canards. Ouais. Puis, est-ce que c'est ton père qui t'a montré ça? Ben, mon père m'a montré. Quand mon père en a sculpté, mais quand mon père sculptait, moi, c'est dans les années 50, j'avais 3-4 ans, 5 ans. Je ne l'ai pas vu faire, il ne sculptait pas ça chez nous, il sculptait ça chez mon grand-père. Je ne l'ai pas vu faire, j'ai vu plus tard les canards une fois faits, j'en ai vu. Mais mon père, quand je les ai sculptés, quand j'ai commencé à les sculpter, j'étais déjà étudiant au Beaux-Arts, puis au Cégep avant, puis après ça au Beaux-Arts à Montréal. Mon père n'était pas à côté de moi pour me montrer comment faire. Je savais un peu à quoi ressemblait un canard, puis je savais un peu pas mal comment m'organiser pour que ça ressemble à un canard. J'ai plutôt appris au fil des années, à force d'observer un canard, comment c'était fait, là, pour essayer d'être le plus précis possible. Ouais. T'observais-tu les œuvres de d'autres sculpteurs? Oui. Oui. Des anciens sculpteurs du Québec. Aussi, j'aime bien les sculpteurs de plans d'Ontario. Ah ouais? D'Ontario, puis il y en a des très bons aussi aux États-Unis. Il y a une différence entre la culture d'appelant du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Si on regarde les anciens sculpteurs, on parle toujours des anciens sculpteurs, là, parce que on parle des années 30, 40, 50, là, c'est là où il y en avait le plus là, de sculpteurs. Là, au Québec là, ce qui différencie plus les canards du Québec que des canards d'Ontario ou des États-Unis. Au Québec, les sculpteurs, c'était des gosseux. Les canards ont beaucoup de détails, beaucoup de relief. La peinture est moins travaillée, elle peut être belle quand même, là, mais c'est ce qui caractérise le plus, c'est les détails de la sculpture. Là. Beaucoup de relief, les ailes, du relief, la queue, le bec. Tandis qu'en Ontario et aux États-Unis, les canards, sont plus slim. Il y a moins de relief. C'est plus la ligne, la forme du canard qui est recherchée, puis la peinture. Le détail de la peinture. Fait au Québec, c'est plus le détail du bois. C'est de mettre du relief dans le morceau de bois, là, du relief là, en 3 dimensions. Là. Tandis qu'aux États-Unis, là, puis souvent en Ontario aussi, c'est plus la ligne générale du canard, la forme, là, puis la courbe qui est recherchée. Selon toi, qu'est-ce qui fait cette différence-là entre le Québec et les autres communautés? Pourquoi c'était comme ça? Ah, c'est comme je te dis, là, les sculpteurs québécois, c'était des gosseux qui aimaient peut-être jouer du canif. Il y avait peut-être un hargne à passer sur le morceau de bois. Pourquoi, je sais pas. Ah ben c'est bon. Puis aujourd'hui, tu vois-tu une différence? Ben aujourd'hui, comment je dirais bien ça? Des sculpteurs d'appelant, c'est plus ça, là, c'est plus le monde. C'est plus des sculpteurs, des appelants décoratifs. Les gens font, ceux qui sculptent encore, là, vont plus faire des appelants décoratifs. Mm-hmm. Moi, j'essaie de faire des appelants décoratifs, mais qui ont toujours un côté pour ressembler à un appelant.
Je cherche pas à faire un canard hyper réaliste, là, avec tout, que tu peux regarder à la loupe, là, c'est plus... je veux qu'il ait l'air d'un canard qui est allé à la chasse, ou qui pourrait être encore utilisé pour aller à la chasse. Puis toi, est-ce que tu t'es influencé de tes ancêtres pour mettre plus de relief? Est-ce que tu as gardé cette caractéristique-là? Ben, il y a du relief un peu dans la plupart de mes canards, mais j'ai plus étudié les canards des sculpteurs américains que québécois. OK. Ouais. Fait que t'as-tu des influences en particulier? Qu'est-ce qui t'a influencé peut-être au début quand tu as commencé, puis aujourd'hui? Ben, les sculpteurs américains, ceux qui m'ont influencé le plus, c'est comme Elmer Crowell, sculpteur des début des années 1900. Joe Lincoln. Pas ça. J'ai pas en mémoire des noms. À part ça. Fait qu'on parlait de tes influences. Ouais, ben, dans les sculpteurs américains, il y a aussi les Wards, les frères Wards, qui sculptaient dans les années 30-40, qui sont très célèbres parmi les sculpteurs. Il y a même un musée de Wards aux États-Unis, où il y a une collection des canards, des appelants faits par les frères Wards, qui étaient deux barbiers qui avaient un barbershop aux États-Unis, puis qui sculptaient dans le barbershop. Quand il n'y avait pas de clients, ils sortaient les appelants qui étaient commencés, puis ils continuaient à sculpter. À terre, il y avait des cheveux, puis il y avait des copeaux de bois. Puis à un moment donné, ils se sont mis à faire des canards de plus en plus sophistiqués un peu, là, plus sophistiqués qu'un appelant de chasse là, rough. Là. Mm-hmm. Puis la demande a augmenté tellement, les autres qui ont fermé le barbershop, puis ils ont fait que des canards pour lui. Ah ouais? Ouais. Ben. Puis toi, tu as été en contact avec leurs canards par le musée ou par des photos? Pas par le musée, mais par des livres qui ont été écrits sur les frères Wards avec des photos. Puis, Okay. En Ontario aussi, il y en a aussi qui m'ont... que je trouve bien intéressant. Tu as appris beaucoup par les livres. Ouais. Puis est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, que t'es-tu perfectionné auprès de personnes pour la sculpture d'appelant? Non. Puis tes études aux Beaux-Arts, est-ce que ça t'a... Ça n'a aucun rapport là, avec la sculpture de canard, non, parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, je sculptais de la pierre, puis c'était de la sculpture abstraite. Okay. Aucun lien avec les canards. Puis à l'Université du Québec, les Beaux-Arts ou l'Université du Québec? Au début, ça s'appelait les Beaux-Arts, mais avant que l'Université du Québec existe. Fait que l'Université du Québec, ça a commencé à s'appeler l'Université du Québec dans les années 71, à peu près, quelque chose comme ça, 72. Puis le goût de sculpter le bois puis les appelants, ça devient c'est parce que j'allais à la chasse. C'est parce que au début des années 60, j'allais à la chasse avec mon père. Puis mon père en avait fait des canards. Puis au début des années 60, il y en avait qui chassaient avec des canards de bois et des canards de plastique. Fait que, et comme étudiant en art, j'avais le goût de m'en faire. Pour le kick. C'est bon. Et puis, est-ce que tu apprends encore des techniques, toi, pour sculpter les canards? Ou? C'est pas des techniques, c'est plus, à longue, c'est plus que t'affines ton œil, t'affines ton œil, c'est ça, plutôt,
Parce que la technique, pour sculpter, est plutôt simple. Là. C'est parce que c'est le travail se fait avec des outils simples. C'est pas de la physique quantique. Quelle habileté que ça demande pour être un bon sculpteur de canard, de canard, ben, justement, de savoir regarder. C'est ça. De savoir regarder, parce que la forme, ça c'est pas moi qui l'invente, les Esquimaux le disaient avant, la forme est là, dans le bloc. Là. Il s'agit d'enlever ce qui est de trop. C'est de voir la forme qui est à l'intérieur du bloc. T'enlèves ce qui est de trop. Mais si t'es pas capable de regarder, de le voir, t'es pas capable d'aller le chercher. Fait qu'il faut que tu aies un esprit créatif en quelque part pour te guider. Ouais, puis ouais. Ben, créatif, oui, pour varier les formes, essayer de varier les formes, les positions. Si dans ton esprit, dans ta tête, l'image du canard est floue un peu, ben le résultat final va être un semblant de. Quand je dis qu'il faut apprendre à regarder, c'est pour que dans ta tête, si l'image est bien claire, ça va être plus facile d'aller chercher un résultat plus précis. Parfait. Puis y a-tu des secrets de métier qui existent? Des secrets de métier. Des secrets de métier. Il n'y a pas de secret que quelqu'un n'apprendrait pas, même par lui-même, à force d'en faire. T'sais. C'est plus à force d'en faire, tu apprends, ça va mieux si je m'y prends comme ça plutôt que comme ça, c'est moins forçant, ça va plus vite, ou c'est moins dangereux. T'sais. C'est pas vraiment des secrets. Mm-hmm. Puis pourquoi tu fais ça aujourd'hui, la sculpture d'aplan? Ben, pourquoi je fais ça? C'est un défi d'essayer de faire toujours un peu mieux. Et comme je chasse plus, mais le kick que j'ai eu peut-être quand j'avais 12 ans, 13 ans, puis j'étais allé à la chasse, puis que j'étais dans cette mood-là de chasse avec la brume et tout, ce kick-là, je l'ai encore, puis qui est connecté avec les applants. Mm-hmm. Mais même si je chasse plus, d'en sculpter, je me retrouve encore à cette époque-là. Hein. Ça fait combien de temps que tu chasses plus? Oh, ça fait un bout. Ça fait peut-être 20 ans que je chasse plus. Ah ouais? Ouais. Pourquoi t'as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? J'ai arrêté de les chasser parce que j'ai arrêté d'en manger. Chasser les canards juste les tuer pour le plaisir de les tuer, non, non. Je me donne pas le droit de les tuer juste pour le plaisir d'aller en tuer. Mm-hmm. Si j'en mange encore, ça me ferait une belle défaite pour continuer à les chasser. Mais comme j'ai plus le goût de manger de la viande de canard, je vois pas de bonne raison d'aller à la chasse. Mais j'aime encore une bonne raison de les sculpter. Ben oui, c'est bien. C'est une bonne réponse. C'est quoi qui vous motive à continuer la sculpture d'aplan? D'une fois à l'autre, le résultat est toujours une coche mieux. Et c'est une satisfaction d'arriver toujours plus proche de ce qu'on a en tête avant de commander. Le problème, c'est toujours que tu as une vision, puis le résultat, il est presque ça. Puis là, quand tu regardes le produit fini, à force de le regarder, tu te dis, j'aurais mis ça 2 mm plus épais ou plus mince. Bon, ça te donne le kick pour en faire un autre. Le prochain, il va avoir 2 mm de plus ou de moins. Ou la teinte, elle va être un peu plus brun ou un peu moins brun ou un peu plus
va être différente. Là. Sur le prochain, un peu plus ci ou un peu plus ça, ou la patine va être un peu plus différente. Ah ben, je vais le faire, je vais l'essayer, voir ce que ça... C'est ça. Ok. Ah, ben, parfait. Puis, c'est quoi les occasions que tu as de pratiquer la sculpture d'aplan? De pratiquer? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est quoi les occasions que tu as pour te mettre à gosser ça? Ben, je peux en faire... quand je veux, je suis à ma retraite. Là. Ouais. Mon atelier est à côté de la maison, puis... T'en fais-tu de façon régulière? J'en ai fait l'automne passé, puis l'hiver passé, j'en ai fait à tous les jours. Là, l'été est arrivé, là, j'ai modéré un peu, mais chaque semaine, il y a au moins 2, 3 jours où je vais toucher un morceau de bois, je vais toucher un canard, là, Ah ouais. pour faire quelque chose dessus. Puis quand tu y vas, c'est pour combien de temps? Ben, une couple d'heures, là, tant que mes articulations vont me le permettre, parce que je commence à avoir mal des articulations, des mains. Ouais. Ouais. Parles-tu de 3 heures ou de 6 heures? Il y a des journées, je peux faire un 4, 5, 6 heures, puis d'autres journées, ça va être 2, 3 heures. Quand c'est la sculpture. Quand c'est la peinture, ben c'est plus on and off, là, parce que la peinture, ça peut être 10, 15 minutes, 20 minutes, puis après ça, il faut que tu laisses sécher avant de mettre un autre teinte qui va recouvrir en partie une teinte que tu viens de mettre. Il faut que tu laisses sécher. Puis, fait que là, t'arrêtes, tu reprends, t'arrêtes, tu reprends, t'arrêtes, tu reprends. Mais quand c'est sculpté, là, ça peut être plusieurs heures d'affilée. Ah, c'est bon. Puis toi, est-ce que tu fais ça de façon professionnelle ou seulement pour ton plaisir? C'est pour mon plaisir, pour commencer. Mais j'ai eu plusieurs de mes canards qui finissent chez des collectionneurs. De ce temps-là, surtout des collectionneurs américains. Ah ouais? Ouais, de la côte est des États-Unis. Ok. Puis comment ils t'ont connu, eux autres? Comment est-ce qu'ils m'ont connu? Ils m'ont connu par Internet. Ah ouais? Oui. J'ai mis il y a des sites de collectionneurs. Il y a des regroupements de collectionneurs. J'ai mis sur Facebook, des choses comme ça. Puis j'ai montré ce que je faisais, puis il y a des collectionneurs qui sont montrés intéressés, puis qui m'en commandent. Ok. Puis tu vends ça combien, un canard? Ah, ça dépend. Ça dépend du temps que j'ai mis dessus. Ouais. Il y a des canards, qui peuvent se vendre 200$. Il y en a d'autres qui peuvent se vendre 800, 1000. Tu sais, ça dépend du travail que tu mets là-dessus. Ah, parfait. Puis toi... Mais c'est rien à côté des anciens canards qui ont été sculptés par des sculpteurs des années 30-40. Il y a des canards anciens qui ont été récupérés là, par des collectionneurs qui se sont vendus dans des encans, mais des encans d'œuvres d'art à côté des mêmes encans où ils se vendent des tableaux. Hein. Il y a des canards, par exemple, il y a un Crowell, Elmer Crowell, dont je parlais tout à l'heure, qui s'est vendu 3 fois en 5-6 ans. La première fois, il s'est vendu 300 000. La deuxième fois, il a été remis à l'encan, il a été racheté par un autre collectionneur, 600 000. La troisième fois qu'il a été vendu, il a été vendu 1,3 million, 1,3 million. Quand je disais qu'aux États-Unis, c'est plus... les aplats, c'est encore plus considéré qu'au Canada, qu'au Québec. Là. C'est vrai qu'il y a plus d'argent aussi Qu'est-ce qui fait que c'est plus considéré là-bas? Pourquoi? Ouais. Oh, peut-être parce qu'ils sont plus chauvins. Je sais pas pourquoi ils sont plus chauvins. Surtout les canards qui ont été sculptés par des Américains. Là. Mais il faut dire que c'est pas les canards qui se vendent 100 000, 200 000, 300 000, c'est pas des bûches, là, c'est des beaux canards. Mm-hmm. Mais quand même, il y a des cartes de baseball qui se vendent des prix de fou aussi. Là. Ah ouais. C'est l'offre et la demande. Là.
Puis toi, quand tu sculptes, tu fais ça où? À mon atelier. Ouais, À mon atelier à côté. à côté de ta maison. Ouais. C'est-tu celle-là qui est ici, là, de C'est l'autre là. bord? Ouais, Ok. je vais te montrer tout à l'heure. Ouais, parfait, merci. Puis c'est quoi l'état des lieux? Si tu me décris un peu les installations. L'état des lieux, ben, c'est un atelier d'ébénisterie parce que j'ai fait aussi des productions de meubles anciens. Donc, c'est un atelier qui est équipé pour faire du meuble, avec la machinerie et tout. C'est un atelier qui est assez grand et équipé pour faire du meuble. Il pourrait être la moitié moins grand pour sculpter du canard, puis ça ferait un job pareil, là, mais il est équipé comme il est équipé là parce que je fais du meuble aussi. Ok. Puis peux-tu m'expliquer les procédés, les techniques de fabrication d'un aplan? Ben, pour commencer, ça prend du bois sec, du bois plutôt léger, le plus léger possible, du bois mou, parce que tu sculptes ça à la main. Le bois idéal, c'est du cèdre, qui est de plus en plus dur à trouver. Du beau cèdre au Québec, c'est difficile à trouver. Ça peut être du pin aussi. Ça peut être du tilleul aussi. Idéalement, c'est du cèdre ou du pin. On commence par... idéalement, c'est d'avoir du bois qui est assez épais pour faire le canard faire le corps du canard dans un seul morceau. Du bois de 4 pouces d'épais. Sinon, ben, on colle pour avoir notre bloc. On découpe, on commence par se faire... ça commence toujours par un dessin. Tu dessines la forme du canard que tu veux faire. Parce qu'un canard, là, il peut avoir plusieurs positions. Il peut avoir la forme d'un canard qui nage, qui mange, qui boit, qui est farouche. Le couple est plus ou moins long, avancé, reculé. Tu le dessines. Après ça, tu transfères ton dessin sur le bloc. Si tu es équipé avec une scie à ruban, tu découpes ton bloc avec la scie à ruban pour enlever le plus de bois possible. La tête, 99% du temps, est faite à part du bloc. La tête est sculptée à part, puis est ajoutée au bloc après. Puis, quand tu as découpé ton bloc avec la scie à ruban, là, tu commences le travail manuel. Tu enlèves le plus gros, soit avec un petit tache, ou avec en anglais, on dit un draw knife. Je cherche le mot français. Un rabot? Non, pas un rabot. Ah ouais, non, je sais ce que tu veux dire. Ouais. Un draw knife, c'est le mot que je pense en anglais. En tout cas, c'est pas grave, je vais le traduire. Un draw knife, tu traduiras. Après ça, quand tu as fini avec le draw knife, enlever le gros du bois, tu arrondis ton bloc le plus possible. Si tu veux affiner ça un peu plus, tu peux prendre une bastringue. Une bastringue, c'est un peu comme un rabot, mais qui fonctionne avec 2 poignées. Là, ça enlève des copeaux bien minces, là, pour affiner un peu ta forme. Puis si tu as, comme si tu es un gosseux, là, tu peux finir à ajouter des détails comme des plumes ou les ailes en utilisant un couteau. Là. Quelle sorte de couteau? Ah, j'ai des petits couteaux, des petites lames. Là. Des petites lames. Là. Aiguisées comme un rasoir, idéalement. Ça a-tu un nom particulier? Non. Ok. Puis, un coup que cette étape-là est faite, là, c'est la partie sablage ou peinture? Ouais, mais là, il y a du sablage. Tu peux travailler aussi, ça dépend du fini que tu vas avoir dessus. Si tu vas avoir une texture dessus, tu peux travailler avec la rare. Puis il y a des sculpteurs on parle toujours des anciens sculpteurs, parce qu'on parle toujours d'aplans qui servaient pour la chasse. Là. Il y a eu surtout en Ontario, il y en a un comme Peter Pringle, qui est un très bon sculpteur ontarien qui est mort dans les années 50.
Lui, il laissait à ses canards avec beaucoup de texture dessus. Il y a un Kenninger aussi. Il travaille avec une grosse râpe pour avoir une grosse texture sur le bois. Ça enlevait, une fois le canard peinturé, vu qu'il y avait une grosse texture de râpe, ça enlevait les reflets du soleil sur les aplats, parce que la plume d'un canard, c'est pas brillant. Et idéalement, un canard qui flotte sur l'eau, si le soleil frappe dessus, puis il est brillant, là. Le canard, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de pas normal là, puis il n'irait pas dans ce coin-là. Fait que si tu veux, ça dépend du fini que tu vas avoir sur ton canard. Si tu veux un fini qui est plus rough, tu peux juste le finir avec la râpe. Sinon, tu vas avoir quelque chose de slim, là, tu vas le sabler, là, comme tu sablerais un meuble. Dans tous les moindres détails. C'est long, c'est plate, le sablage. Après ça, ben ça prend. C'est un canard qui est pour aller à la chasse, puis qui va aller à l'eau. Ça peut y prendre 2-3 couches d'après dessus avant de commencer à le peinturer. Puis là, après ça, c'est la peinture. La peinture, c'est aussi long que la sculpture, si tu vas avoir une belle peinture dessus, là, réaliste. Là. La peinture, ça peut être aussi long que de la sculpter. Ah ouais. Puis pour les aplats de chasse, tu vas-tu vers le réalisme ou... On en fait toujours plus que nécessaire. Ouais, on en fait toujours un peu plus que nécessaire. Plus de détails, là. Il y a des détails qui sont pour plaire aux chasseurs, puis il y a d'autres choses qui sont pour plaire ce qui est pour plaire aux canards, ben c'est pour être vu de loin. Puis les détails, c'est pour plaire aux chasseurs. Ouais, c'est ça. Pour être vu de proche. C'est bon. Puis tu fais-tu plusieurs types de canards? Oui. Des oies, des outardes, des canards noirs, des canards branchus, des canards morillons, tous les canards qui visitent le lac Saint-Pierre. Oui. Toi, as-tu chassé tout ça, ces canards-là? Oui. Ouais. Ça demande-tu un appelant particulier ou pour tel type de canard? Mettons, il y a les morillons ou les outardes, j'imagine, c'est deux canards différents. T'as les canards barboteurs, puis t'as les canards de plongeurs. Mm-hmm. Les canards plongeurs, c'est les canards qui se nourrissent, comme exemple, sur le fleuve, là, à grand eau, là, puis qui vont plonger à 15-20 pieds pour aller chercher de la nourriture au fond. Eux autres, ça c'est les morillons, les garous, etc. Eux autres, ils se tiennent en grosse bande. Ça, c'est des canards que tu vas utiliser en grosse quantité. T'en mets pas juste une douzaine là, pour chasser. Là, ça t'en prend... Il y en a qui vont en mettre 100, 150, 200 canards. Là. Ah ouais? Oui, là, pour les attirer. Plus le stache est gros, plus ça attire l'œil de loin. Et plus tu as des chances de faire arriver les canards. Tandis que les canards barboteurs, les canards de marais, ben là, c'est le contraire. Si t'es en métro, ça lui fait plutôt peur qu'autre chose. Une douzaine peut suffire. Okay. Et même moins, des fois. Puis tu fais-tu un type, mettons, si tu vises, par exemple, je prends un exemple, là, le huppé branchu. Mm-hmm. Tu sculptes-tu un huppé branchu ou c'est une forme de canard? Ah non, si tu chasses dans un coin où il y a du canard branchu, il faut que tu fasses des branchus. Ah, ok. Oui, c'est ça. Si tu chasses le canard barboteur, le canard noir ou le canard mallard, là tu peux faire des noirs et des mallards, mettre ça ensemble là, dans ton marais, c'est correct. Mais tu n'attireras pas des canards noirs avec des canards branchus, avec des appelantes branchues. Mm-hmm. Fait que, mettons, quel type d'appelant va pour quel type de canard? Quel type d'appelant? Ouais. Ben, c'est ça. Si tu chasses en marais, tu peux avoir des appelants de mallards,
ou des appelants de canard noir, ou les deux. Un ou l'autre vont tirer. Là où il y a le plus de différence, c'est si tu chasses les canards de plongeurs, idéalement, ça te prend si on parle toujours de canards en bois, là, on ne parle pas de canards de plastique, c'est des canards en bois. Idéalement, si c'est des canards que tu vas chasser à grand eau, ça prend des canards qui sont balancés. Si tu as une journée où il y a bien de la houle, puis bien du vent, puis si le canard vire le bord par la houle, il faut qu'il revienne à l'endroit tout seul. C'est plus important qu'il soit balancé. Tandis qu'un canard, de marais, où tu es à l'abri du vent, c'est moins important qu'il soit balancé dans le sens d'être capable de revenir tout seul à l'endroit. Le canard de canard plongeur, si tu le mets complètement à l'envers, idéalement, il faut qu'il revienne à l'endroit tout seul. Le canard de marais, si tu le mets sur le côté, idéalement, il faut qu'il revienne d'aplomb. Mais pour le canard plongeur, si tu le mets complètement à l'envers, sur le dos, il faut qu'il soit capable de balancer pour revenir à l'endroit tout seul, en mettant le pesé en dessous, le vissé en dessous. Ouais, quel type de pesée que tu utilises? Ah, c'est des pesées qu'on se fait, là, en faisant fondre du plomb. Ah ouais? Ouais. Tu fais fondre ton plomb, tu fais fondre ton plomb, puis tu te fais idéalement, la plupart des gars, des chasseurs, là, la peser pour le mettre en dessous du canard, pour visser celle qui est vissée après le canard. On prenait une grosse cuillère à soupe. Ça faisait une forme un peu comme un œuf coupé en deux, si tu veux. Avec un trou dans le milieu pour le visser après, en dessous du canard. Puis la pesée, il fallait qu'elle soit placée pour que le canard flotte d'aplomb, flotte droit. OK. Puis as-tu d'autres éléments à ajouter au canard, aux appelants de chasse? Ça prend une corde pour pas qu'il parte à dérive. Les canards plongeurs, habituellement, sont attachés sur une corde maîtresse, une grande corde qui a une pesée chaque bout. Puis chaque canard plongeur a un petit bout de corde là, qui est attaché à la corde maîtresse. Puis là, tu places tes appelants selon la forme générale là, que tu penses que tu aimes, parce qu'il y a plusieurs setups là, que tu peux faire. Tandis que les canards plongeurs, c'est des pesées individuelles. Une pesée qui est attachée au bout d'une corde là, de 8, 10, 12 pieds, là, qui empêche le canard de partir au vent. Là. Puis tu places tous tes canards autour. Ça va-tu dans le fond de l'eau? Oui, la pesée va au fond de l'eau. Ouais. Pour les canards de marais, la pesée va au fond de l'eau pour empêcher le canard de trop se déplacer par le vent. Puis sinon, les canards barboteurs, eux autres? C'est ça, je parle. La pesée, c'est pour les canards barboteurs. OK. Sinon, c'est les plongeurs. Les plongeurs, il n'y a pas de pesée qui va au fond de l'eau, parce que quand tu chasses le canard barboteur, des fois, tu es dans 10-15 pieds d'eau, 20 pieds d'eau, des fois. C'est une grande corde qui peut avoir 100 pieds de long, même plus, puis qui a une pesée chaque bout. Mais avant de mettre la pesée au fond de l'eau, chaque canard est snappé après la grande corde. Parfait. Un peu comme une ligne. Les canards sont plus en ligne. OK. Puis tantôt, tu me parlais là, du type de bois. Y a-tu d'autres composantes, de parler de la pesée, de la corde? Il doit y avoir des œillets pour relier les canards entre eux autres? Comme je disais, les canards barboteurs, oui, il y a un œillet en dessous pour attacher la corde, mais ils ne sont pas reliés ensemble. Les canards barboteurs, chaque canard a sa pesée. Chaque canard a sa pesée, puis tu le places dans l'étang selon ton jugement. Tandis que les canards plongeurs, il peut avoir un œillet aussi, puis il y a plusieurs manières de les attacher, là, mais okay. Les autres sont reliés tous reliés ensemble par la grande corde. Puis au niveau de la couleur, quelle couleur tu utilises? Y vas-tu vraiment dans... La couleur du canard. C'est vraiment la couleur du canard. Tu n'utilises oui, pas nécessairement un canard noir. Ou... Non. La couleur, c'est bien important. Okay. La couleur, c'est bien important. Puis même dire la plus, la couleur, puis le reflet de la couleur. Ouais. Ouais. Quel type de peinture tu utilises?
Moi, j'utilise la peinture acrylique parce que ça sèche plus vite. Puis, c'est plus fun à travailler. La peinture à l'huile, c'est plus durable. Si, pour les canards, pour la chasse, la peinture à l'huile, où tu mets, si tu as moins de détails, si tu veux mettre moins de détails, moi, là, je pourrais y aller peinture à l'huile. Je passe moins de temps sur le canard quand tu mets moins de détails, mais quand c'est des canards plus travaillés, je les fais à l'acrylique. OK. Puis au niveau de la texture, ça c'est variable selon tes goûts? Ouais, c'est ça. Ben, la texture de la surface. Ouais. Ben oui, c'est selon mes goûts du moment. Là. Des fois, il y a des canards qui peuvent être plus avec une texture plus lisse, puis il y en a d'autres où je vais essayer des fois une texture plus qui va accrocher plus la lumière, comme je disais, avec une finition avec la râpe. Puis des fois, ça enlève du reflet, puis en même temps, ça ajoute un petit peu une texture qui imite un peu la plume. Ah oui, ok. C'est bon. Ensuite de ça, au niveau de la production, tu peux en faire combien par année ou par saison? Encore là, ça dépend. Ça dépend du degré de réalisme que tu veux mettre sur le canard. Je peux faire un canard tu peux travailler 5-6 heures sur un canard, comme tu peux travailler 500-600 heures aussi. Tu sais, ça dépend quand est-ce que tu t'arrêtes, là. Ben oui. Puis si on parle vraiment d'un un canard pour la chasse, ben, je ne mettrais pas plus que 20 heures. Entre 10 et 20 heures sur un canard, idéalement. Au total. Ouais. Okay. J'en ai déjà fait, là, 8-10 heures. Là. Parfait, ça. Et puis... Même moins que ça, j'en ai déjà fait moins que ça. Là, plus sommaire. Là. Les premiers que je faisais, là, ils m'avaient passé 5 heures, 5 canards. Là. Ils étaient prêts pour la chasse. Ouais. Ils pouvaient faire la job. OK. Ah, c'est bon. Puis toi, est-ce que tes étiquettes, tes canards, une étiquette, tu mets-tu tes signes dessus? En dessous, il y a mon... plaque. En anglais, on appelle ça mon brand. J'ai un punch, là. Mes initiales sont en dessous. Ah ouais? Ouais. OK. Ah, parfait. Et puis, bon, on a parlé de vente tantôt, mais as-tu des points de distribution? Non. C'est uniquement si t'as un appel ou un courriel ou quelqu'un qui te demande pour un canard, tu y en faire un ou il achète un canard? Ben, les deux sont possibles. Ouais. Ouais, des fois, c'est un canard c'est une commande. Il y a d'autres fois, c'est un canard qu'il a vu, j'ai fait, puis pour lequel il est intéressé. Puis... OK. Ah, ben, parfait. Puis toi, est-ce que des fois tu crées, est-ce que tu innoves au niveau de la sculpture de plan? Ou... Par rapport aux autres, ben, innover. Innover, c'est un grand mot. C'est un grand mot. On essaye bien plus d'avoir un style. Idéalement, c'est d'avoir un style que tu fais un canard, puis quelqu'un qui n'a jamais vu ton canard le voit pour la première fois, puis dit « Ah, c'est un canard fait par un tel. » Là, ça te dit « Bon, ben gars, je dois avoir une constante dans la manière de travailler qui fait que mes canards sont reconnaissables. » Puis toi, comment tes canards se différencient des autres? Je ne sais pas. Ça serait aux autres de te le dire. Puis as-tu eu un changement, une modification dans ta façon de produire le canard, dans la fabrication ou dans tes techniques depuis que tu as commencé à en faire? Ben oui, oui, forcément. À quel niveau? Un peu à tous les niveaux. Les premiers canards que je faisais, c'était juste pour la chasse, puis c'était des canards qui étaient bien sommaires, puis sculptés avec pas de détails dedans, puis avec une peinture qui était bien schématisée.
puis qui faisait la job, là. Puis au fil des années, je les ai toujours fait un peu plus, avec plus de détails, avec les formes plus étudiées, puis les dimensions plus précises, puis bon, c'est là, c'est comme ça. Et là, depuis un bout de temps, je les vide. Elles sont vides à l'intérieur pour qu'ils soient plus légers. Ah oui? Mm-hmm. Ben, première fois que j'entends ça. Ah, ben, je suis pas le premier à faire ça. Sûrement pas. Les canards pour la chasse, dans l'ancien temps, souvent, ils étaient vidés. Ah oui? Oui. Souvent, ils étaient vidés. Ah ben. Pour enlever du poids, là, parce que si on parle dans l'ancien temps, là, quand les gars partaient pour la chasse au canard, dans les années 30, il n'y avait même pas de moteur hors bord. Ils partaient à l'aviron, là, avec des rames. Là. S'il y avait 200 canards de bois dans sa chaloupe, il était content. S'il était vidé, s'il était léger, ça faisait moins long, moins pesant à trimballer. Ben oui. Puis dans ce cas-là, si tu le vides par en dessous, je Oui. Puis tu recolles une barre en dessous. Puis là, tu continues à sabler ta forme là, pour que ça paraisse. OK. Puis ça, pour les canards décoratifs, est-ce que tu fais ça aussi ou c'est uniquement pour les aplats de chasse? Je les fais pas mal pour tout. Oui, même comme je disais au début, mes canards que je fais, même si je chasse plus, mes canards sont faits un peu comme des aplats de chasse. Mm-hmm. Mais ils restent décoratifs parce qu'ils vont pas à la chasse pour la plupart, mais je les fais creux pareil pour qu'il y ait quelqu'un qui le prend dans ses mains, qu'il ait le feeling d'avoir un canard de l'ancien temps. Là. Puis je les ajoute souvent une patine comme que la peinture ait l'air un peu plus vieille. Comme je fais sur mes meubles, là, une patine pour que la couleur ait un peu fadé un peu, là, pour que le blanc qui ait fonci un peu, là, pour qu'il ait l'air d'un vieux canard. Puis au niveau du coup, la façon que le coup est envoyé, ça change-tu quelque chose pour la chasse ou oui, c'est le body language. C'est le body language. Imagine, oui, il y a un canard qui... eux autres, les canards vivants, le body language des canards, ils le connaissent même encore bien mieux que nous autres, bien mieux que moi. Là. Si tu fais un canard qui a peur, c'est comme quelqu'un qui a peur et se tient d'une certaine façon. Toi, si t'as peur ou si t'es choqué, tu vois, juste du coin de l'œil, je peux le voir. Juste en te regardant les yeux, je peux le savoir. Parce que je connais le body language des humains. Le canard, c'est pareil. Le canard qui a peur ou qui ne se sent pas dans un environnement sécuritaire, il va se tenir d'une certaine façon. Le gars qui ne connaît pas trop ça, qui est sculpte d'une manière que le canard, il a l'air apeuré, mais les canards qui s'en viennent au vol, ils n'iront pas là, ils vont dire, oups, il y a de quoi qui se passe là. C'est comme si tu étais dehors, toi, dans une place où il y a bien du monde, puis le monde a les baguettes en l'air, là, puis ça crie. Et tu diras, je ne vais pas me mettre le nez là. Fait que pour les canards, c'est pareil. Si tu veux les utiliser pour la chasse, tu fais des canards qui ont l'air contents, comme des canards qui viennent de manger, puis qui se reposent. Ou des canards qui sont à leur affaire, qui regardent, mais un canard qui a peur, le cou s'étire. Puis il regarde, là, puis le cou étire, il a entendu un bruit ou il a vu quelque chose, le cou s'étire, puis là, il regarde ce qui se passe, puis il est sur le bord de partir au vol. Le canard, si tu fais des canards comme ça, puis tu mets à l'eau, ça n'incite pas les autres à venir là, ils vont dire non, on passe tout droit. Là. Quand c'est des canards décoratifs, là, tu peux faire un canard comme ça qui a le cou long, puis qui a l'air farouche, qui a l'air apeuré, parce qu'il va être juste décoratif. Là, c'est comme une façon de plus de montrer la bête. Là. Mais d'en avoir un qui a le cou long, exemple, tu peux en avoir un tu le mets loin.
comme le canard, tu me mets loin par rapport aux autres. Comme le canard qui vient d'arriver, puis qui est un petit peu gêné, là, qui a le coulon, puis qui regarde le gang de la gang, il s'en vient rejoindre la gang tranquillement, qui a le coulon. C'est quelque chose de plausible. Tu sais. Mais si t'en mets un avec le coulon parmi deux, trois avec le coulon parmi les autres, oups, ça a l'air d'un coin où il y a quelque chose de pas rassurant qui se passe. Ah, ben, c'est bon. Puis des appelants de chasse, t'en fais-tu encore occasionnellement ou. Les appelants de chasse, j'ai fait des appelants l'automne passé puis l'hiver passé pour une groupe de collectionneurs américains qui m'ont dit mets en dessous une pesée parce que je vais peut-être les utiliser pour la chasse. Mais je sais qu'il n'utilisera pas ça à la chasse. S'il le fait, ce ne sera pas ces canards-là qu'il va prendre pour aller à la chasse à tous les jours, là, au prix que ça leur coûte. Il va peut-être les emmener à la chasse une fois ou deux pour le kick, pour dire que c'est un canard qui a chassé, c'est un vrai canard de chasse, pour ça il va le remettre dans sa collection. Mais je ne fais pas de canard pour la chasse, pour les gars du Québec, les gars. Non. Les chasseurs, ben non, ils vont acheter des canards en plastique, là, ils vont en avoir bien plus pour le même prix. Là. Puis c'est moins fragile là, en plastique, tu peux les cogner, tu peux les échapper dans le fond de la chaloupe, tu peux. Bon. Mais il y a des collectionneurs qui, pour le fun, là, ils vont prendre des canards dans leur collection, puis ils vont l'emmener à la chasse, ils vont emmener 2-3 canards, puis ils vont les mettre pas en plein milieu de l'étang, puis risquer de tirer dedans en chassant, ils vont les mettre proche de la chaloupe. Puis ils vont, juste pour regarder comment ils flottent, puis qu'est-ce qu'ils ont d'air dehors, là. Pour le kick, pour le fun. Mais il n'y a plus beaucoup de monde qui chasse. Il y a quelques affichés, j'en connais une couple d'Américains qui ont beaucoup de canards en bois, puis qui chassent avec ça, mais c'est des... Ça fait combien de temps que tu en as fait vraiment pour la chasse? Pour la chasse, là, c'est des années 70, là. Ouais. Okay. Puis c'était plus pour moi, là, parce que dans les années 70, là, tout le monde chassait avec des canards de plastique, là. Mais oui. Non, ça marche. Puis, as-tu d'autres usages avec des canards autres que pour la chasse ou comme pour la décoration? Tu peux pas voir. Non. Il n'y en a pas qui utilisent ça, par exemple. Ah, tu peux t'en servir comme stopper de porte. Ouais. C'est bon. Puis ça se fait-tu avec des appelants de faire comme des safaris d'oiseaux, de canards. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste pour des excursions, pour que les gens puissent regarder, voir les canards. Des vrais, là, je parle, là, mais qui utilisent les appelants pour appeler les canards. Ah, en principe, oui, c'est pas... Oui, ça pourrait se faire. Oui, mais... Comme les birders, c'est les observateurs d'oiseaux. Les observateurs, je pense pas qu'il y ait d'observateurs d'oiseaux qui s'équipent de canards pour la chasse pour prendre la peine d'aller placer ça dans l'étang pour avoir le plaisir de les observer. Les observateurs d'oiseaux de canards, ils font ça plus... pour les canards, ils vont faire ça le printemps. Le printemps, les canards, puis les oies, puis les outardes, il y en a par milliers. Tu n'as pas besoin de... Mm-hmm. Si tu connais les places où sont les postes migratoires, tu n'as pas besoin de mettre des appelants. Tu vas en voir par milliers. Ben oui. Parfait. Puis, il n'y a pas d'autres nouveaux usages au canard, autre que la décoration, le stopper et pas? Ben non. Si t'en trouves, tu m'en parleras. C'est bon. Et puis, au niveau, sur la clientèle, on a parlé.
Quand les gens t'en achètent des canards, est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça demande au niveau de la fabrication d'un canard, le procédé? Ben, j'imagine que oui. Ben, les collectionneurs. Oui, déjà en partant, ils s'intéressent aux appelants. J'imagine qu'ils ont lu là-dessus. OK. Et puis toi, est-ce que tu as déjà transmis ce savoir-faire-là de sculpter des canards? Bon, pas vraiment. Non. Non. Te considères-tu comme un sculpteur ou un gosseux? C'est quoi la différence? Ah, moi j'ai pas la réponse. Non. C'est quoi un sculpteur? C'est quoi? C'est comme dire, t'es-tu plus un violoniste ou un violonneux? Mm. Il y a des violonistes que je trouve plate à écouter, puis il y a des violonneux que... Il y a des maudits bons violonneux aussi. Un n'est pas mieux que l'autre. Ouais. Puis on peut utiliser autant l'un que l'autre, puis c'est pas péjoratif pour toi. Non, Là. non. Parce que j'ai rencontré un bonhomme à Mandeville qui gossait, lui, des copes, là, des tasses en bois, comme je te disais. Puis lui, il se définissait vraiment comme un gosseux. Lui, le gosseux, pour lui, c'était important. Puis... Mais ça dépend. C'est quoi un gosseux? Un gosseux, c'est-tu quelqu'un de pas trop adroit puis qui gosse? Ou si c'est quelqu'un qui travaille manuellement? Un gosseux peut faire des œuvres d'art. Là. Ah oui? Comme, non, toi sur moi, il il était capable. Gosseux. Gosseux, c'est juste un mot. L'important, c'est le résultat final. Là. Ça dépend si c'est un gosseux ou bien c'est juste un gosseux. Vois-tu, déjà, c'est pas la même signification. Là. Ben ouais, c'est vrai. C'est bon. Et puis, comment que tu vois l'évolution de la sculpture ou du gossage d'aplan dans le futur? Ouais. Ben, pas l'évolution. Je pense que la sculpture de canard, le bout était pas mal atteint, là. Pas par moi, là, mais par d'autres sculpteurs. Il y a des sculpteurs qui ont poussé ça tellement loin. Là. Il y a des sculpteurs qui ont fait des canards décoratifs, mais hyper réalistes. Là. Plus beau que des canards empaillés. Là. Plus réaliste qu'un canard empaillé. Là. On pense à Pat Godin, là, un sculpteur ontarien, là, contemporain. Là. Lui, tu peux les regarder avec la loupe. Là. Ah ouais. Oh, oui. Je pense que la limite était pas mal atteinte. Là. C'est pas un but. Il n'y a plus de but à atteindre. Là. C'est juste on en fait parce qu'on a le goût d'en faire. Point. Parce que tu penses que l'aplan va se trouver d'autres usages dans le futur ou... Je peux pas voir l'usage. À part qu'être décoratif ou être utilitaire pour la chasse, je peux pas voir d'autres usages que tu peux faire avec ça. Puis d'après toi, ça va-tu être encore utilisé pour chasser? Ça l'est pas beaucoup. Là. Je dirais que pour la chasse, les appelants en bois, il y a peut-être, je sais pas moi, 1% des canards pour la chasse, utilisés pour la chasse aujourd'hui, qui sont en bois, peut-être 1%. Mm-hmm. Oui. Ceux qui sculptent, il n'y a pas beaucoup. Si tu prends le pourcentage de chasseurs et le pourcentage de sculpteurs, il peut peut-être avoir un sculpteur d'appelant pour, je sais pas, 1000, bien chose comme ça, pour 1000 chasseurs de canards. Il y a le sculpteur de canard qui va chasser avec quelqu'un de ces canards qui s'est fait. Il n'y a pas beaucoup de canards en bois qui sont encore utilisés pour la chasse. OK.
Puis, comment que tu vois la transmission de la sculpture d'Aplan dans le futur? La transmission. Est-ce que tu penses que ça va se transmettre? Ou toi, tu me disais que tu étais pas mal autodidacte là-dedans. Est-ce que tu penses que ça va se passer de Ben, personne à personne c'est ou quelque que chose les qui peut gens vont s'en- continuer d'être... c'est quelque chose qu'on peut facilement en autodidacte. C'est quelque chose qui peut se faire facilement en autodidacte, ça, là. Tu regardes ce qui était fait avant, tu vas voir les expos, tu peux aller voir des musées qui étaient faits, tu peux aller voir aussi des centaines de livres qui ont été écrits sur les sculpteurs de canards. Il y a, je ne sais pas combien de collectionneurs qui ont sorti des livres sur les anciens sculpteurs de canards pour la chasse. Tu peux consulter ça, il y a une documentation pas possible, là. Mhm. Puis ça a commencé il y a longtemps, là. Le premier, là, s'il y a encore des canards anciens là, qui ont été préservés, là, je dirais que c'est un peu grâce à un architecte new-yorkais là, qui s'appelait Joel Barber en 1918, qui lui, une bonne journée, il est tombé sur un appelant de Bexy, puis ça, il a flashé. Il a dit hey, ça, là, c'est pas. C'est de l'art, c'est une sculpture flottante, puis là, il a flippé là-dessus, là. Puis il s'est mis à en collectionner. Joel Barber, un Américain, en 1918, puis il s'est mis à en collectionner. Puis c'était le premier à sortir un livre sur les appelants sculptés. C'est-tu le premier C'était collectionneur d'Aplan ou... Le premier gros collectionneur, oui, puis qui est prêt à peine de se promener puis d'aller voir les régions où est-ce qu'il y avait des sculpteurs qui sculptaient pour des chasseurs commerciaux, là. C'est un des premiers là, qui a essayé d'en ramasser le plus possible, pas pour le fric, là, mais pour documenter ça, là. OK. Joel Barber. Puis il a sorti un livre, puis c'était un peu une révélation pour le monde, pas pour le monde des campagnes, là, une révélation pour le monde des collectionneurs qui collectionnaient autre chose, qui ont dit ah ben oui, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Puis là, c'est là que ça a fait un peu boule de neige. Avant lui, il y en a eu qui ont ramassé des canards, là, comme il y a toujours eu des clubs privés où est-ce qu'il y avait des membres, là, des millionnaires qui allaient chasser dans des clubs privés. Puis là, dans les clubs privés, il y avait souvent le gardien du club privé, des fois c'était un sculpteur aussi, comme Elmer Crowell, c'était un gardien de club privé qui, dans ces temps-là, sculptait des canards. Il y a les plus beaux canards qui sculptaient dans ce temps-là. Souvent, ils finissaient dans sa tablette du foyer du club privé, puis l'avocat est tel ou le médecin est tel qui faisait partie de ce club-là, de temps en temps, il pouvait y commander des canards pour lui, pour amener chez eux. Mhm. On collectionnait un peu, mais Joel Barber, c'est le premier là, qui a dit hey, il faut préserver ça. C'est plus que juste le kick de ramasser 2-3 beaux canards pour décorer chez nous. Là. C'est pas ça, lui. Là. Il y a quelque chose là qu'il faut préserver. Ah, parfait. Toi, est-ce que tu es intéressé à transmettre ce savoir-faire-là de la sculpture d'Aplan? Bon, il y a du monde qui venait me rencontrer puis qui se montrait intéressé. Hey, je veux me sculpter des canards, puis je veux savoir comment partir, qu'est-ce que ça me prend pour m'équiper, puis qui veulent avoir des conseils, ça me ferait plaisir de lui donner des conseils. OK. Puis qu'est-ce qui te motiverait, toi, à t'impliquer, par exemple, dans le projet qu'on désire mettre en place? Qu'est-ce qui me motiverait? Ça serait de voir il faudrait que ceux qui sont en avant de moi soient vraiment motivés. C'est la motivation des apprentis. Ouais. Parfait. Puis qu'est-ce qui te garderait motivé? Qui me garderait motivé? Ouais. Ben, c'est ça. Que celui d'en avant, il y a une grosse motivation autant que la mienne, parce que sinon, j'aime autant faire mes bebelles pour moi. Ben oui, je comprends. J'aime mieux passer du temps pour mes affaires. Parfait.
Puis si tu avais à démontrer l'accessibilité de la sculpture d'aplan à des gens qui trouvent que ça a donc l'air compliqué puis pas atteignable, qu'est-ce que tu leur dirais? Oh, c'est loin d'être compliqué. Ça prend pas un équipement à pu finir. Ça prend une coupe d'outils manuels, mais les gros outils comme pour dégrossir le bois, là, le scie à ruban, des choses comme ça, à la limite, quelqu'un peut aller voir quelqu'un d'autre là, pour se faire découper des blocs. Regarde, il arrive avec ses blocs là, déjà dessinés, puis il s'agit de les passer à scie à ruban pour enlever le plus gros. Là. Ça, tu peux aller dans n'importe quel shop d'ébénisterie, puis ils vont te le faire. T'sais. Après ça, ben, tu reviens chez vous, puis pour sculpter, là, j'en connais qui sculptent dans le salon en regardant la télé. Mais ça peut prendre du temps. Tu n'es pas trop équipé. Mais si le temps n'est pas important, si tu prends ton hiver pour t'en sculpter un, il y en a qui peuvent être bien contents avec ça. Là, Ben ouais. En faire un par année, puis être bien content. Mais si tu veux que la production aille un peu plus vite, ben, ça prend un petit peu plus d'installation, que tu sois mieux installé. S'il faut qu'à chaque fois que tu peintures ton canard, que tu reviens la maison, un coin de la maison en envers pour t'installer, puis sortir la peinture, puis après ça, il faut que tu resserres ça, puis bon, là, c'est plus compliqué. Okay. Idéalement, ça prend un petit coin. Un atelier. Un petit coin salé. Ouais. Un petit coin d'atelier, un coin de garage pour faire ça. Ouais. Parfait. Puis, comment tu motiverais, mettons, le monde qui veut l'apprendre? Non, je n'ai pas à motiver le monde qui veut l'apprendre. Il faut qu'il soit déjà d'avance. Non, j'ai pas le goût de motiver du monde à apprendre ça. Si ça te tente d'en faire, c'est beau, je vais te montrer comment faire, mais ça ne vient même pas à l'idée d'en faire plus que ça. Regarde, non, je suis pas intéressé. Moi, ça m'intéresse d'en faire, je m'en fais. J'ai pas à motiver l'autre pour hey, il faudrait que tu fasses ça. Non, si déjà la motivation n'est pas là au départ, là, embarque pas là-dedans. Ben, quelqu'un qui veut vraiment, mais qui est comme des. Il sait juste pas par quel bout de commencer, ça c'est correct, ok. Comment tu le pousserais à se motiver pour dépasser ses craintes? Puis commencer à en faire. Ouais. Ben, regarde, je dirais, commence par. Il y a des livres qui existent, là, How to Make a Cannon, et puis il y a des plantes, déjà des plantes de canard. Des templates, là, bon. Achète-toi un livre comme ça, regarde ça, trouve-toi un modèle que tu aimes, simple, là, puis achète-toi un bloc, puis fallait le découper, puis commence à sculpter, trouve-toi un bon couteau aiguisé, puis commence à sculpter tranquillement. C'est sûr que le premier ne sera pas parfait. Le deuxième va être, si tu es motivé, tu en fais un deuxième, et puis tu t'aperçois qu'il est mieux que le premier. Bon, ben il y a des chances que le troisième soit encore mieux, puis si tu es encore motivé, tu continues. Puis, au bout du troisième ou du 300e, peut-être que tu vas être content. Tu vas dire, je suis rendu. Ce qui n'est pas mon cas. Je veux d'une fois à l'autre me dire, le prochain, je vais faire telle affaire. Tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire mieux. Puis toi, si tu avais à sauver la sculpture d'aplan de chasse, par exemple, qu'est-ce que tu ferais? C'est pas quelque chose qui demande à être sauvé. C'est pas comme sauver les canards. C'est plus important que de sauver la sculpture des canards. Sauver les canards, sauver les poissons dans le fleuve, sauver. C'est quelque chose c'est important. Mais sauver la sculpture d'aplan, c'est comme. C'est important. Tricoter ses bas de laine, c'est le fun. Celui qui a envie d'en faire, il en fait. C'est important de sauver le tricotage des bas de laine. C'est la même chose pour moi. C'est pas plus important de sauver la sculpture de canard que de sauver le tricotage des bas de laine. Mais
Est-ce que c'est pour toi, ça mérite d'être conservé, d'être transmis, ce savoir-faire-là, que ça se continue de se pratiquer, la sculpture, dans le futur, dans les 30 prochaines années? Ben oui, comme n'importe quelle forme d'art ou d'artisanat, oui, ça vaut la peine d'être continué parce que c'est plaisant pour ceux qui le font, puis c'est plaisant pour ceux qui regardent aussi. Oui, dans ce sens-là, c'est le fun que ça continue. Dans ce sens-là, c'est le fun quand ça continue, mais c'est-tu important? Je sais pas. C'est bon. Puis, qu'est-ce que ça changerait s'il n'y avait pas de sculpture d'aplan dans la région? Qu'est-ce que ça changerait pour qui? Ben, pour toi. Pour moi, s'il n'y en avait pas, ben, il y aurait encore moins. Parce que moi, je vais en sculpter tant que je vais être capable. Ouais. Puis qu'est-ce que ça change que toi ou d'autres continuent la sculpture d'aplan? Ben, c'est une forme d'artisanat comme oui, c'est comme la céramique où des fois, ça peut être par la sculpture d'aplan si ça fait en sorte que ou ceux qui s'intéressent aux aplans, à la sculpture des canards, vont s'intéresser aux canards après, aux canards vivants après, puis qui vont dire ben, c'est important de faire attention aux canards, faire attention à l'environnement. Déjà, ça sera déjà ça sera déjà bon. OK. Parfait. Il y en a peut-être qui ont déjà vu des canards de bois sculptés, mais ils n'en ont jamais vu de canard. À part que sur des photos. Ben oui. Puis toi, ce que tu as, depuis que tu pratiques la chasse, ou depuis que tu as commencé à sculpter des canards, est-ce que tu as fait des constats en lien avec ta pratique, ton savoir-faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des fois, on constate que, mettons, il y a eu un déclin à partir de telle manière pour telle raison. Ou, déclin de quoi? Mettons, de sculpteurs d'aplan. Ben, c'est comme je te dis, l'avènement des canards en plastique là, des années 60, là, des 50, 60. Avec l'avènement des canards de plastique, la sculpture a coupé de 90%. Quand il y avait, avant l'avènement des canards en plastique, si tu voulais des canards pour aller à la chasse, il fallait que tu te les fasses ou que tu te les fasses faire par un sculpteur. Quand les canards de plastique sont arrivés sur le marché, tu n'avais plus besoin de te trouver un sculpteur pour te sculpter des canards. Tu allais au magasin, à la ferronnerie, puis tu t'achetais tes canards en plastique. Ça aussi, ça allait évaluer. Les premiers canards de plastique, ils faisaient dur. Aujourd'hui, tu as des canards de plastique qui sont très beaux. Très, 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 très beaux. Tu en as même qui sont articulés, qui bougent. Ah ouais? Puis qui nagent, puis qui... Oui. C'est bon. Au point de vue de la chasse, qui sont supérieurs aux canards de bois, là, qui font un job bien mieux que les canards de bois. Puis si on avait à mettre en place des activités qui viseraient la transmission pour permettre la continuité de la sculpture d'aplan, comment que tu nous conseillerais de procéder pour transmettre ça? Donner le goût à du monde de continuer à faire des canards, des aplans en bois. Pour avoir le goût de faire quelque chose, premièrement, il faut que tu saches que ça existe. C'est pas tout le monde qui a eu accès à ça ou qui en a entendu parler nécessairement. Il y a du monde de tous les âges.
C'est quand tu vois quelque chose que ça peut te donner le goût. Peut-être d'organiser une exposition avec des aplats sculptés, contemporains et anciens. Et là, partant de là, ben, il y a peut-être du monde qui se dirait ah, ben j'aurais le goût de m'en faire, je serais peut-être capable de m'en faire. Après ça, ben, on pourrait peut-être avoir des intervenants qui ont de l'expérience en fabrication, qui pourraient aller répondre à leurs questions, qu'est-ce que ça prend pour commencer, etc. Puis ça se ferait d'après toi, dans quelle occasion ou quel contexte? Ben, ça prendrait quelqu'un qui serait capable de ramasser trouver un endroit pour faire l'exposition. Mm-hmm. Un endroit qui serait fréquenté, faire bien du monde, puis qui serait capable de ramasser des appelants des collectionneurs, ce qui n'est pas nécessairement facile de faire sortir les appelants d'une collection des fois. Les collectionneurs tiennent à leurs affaires. Ben ouais. S'il y avait une exposition avec des appelants, ça peut donner le goût. Quand tu vois quelque chose, ça peut te donner le goût d'en faire. Puis les intervenants que tu me parlais pour répondre aux questions des gens, est-ce qu'ils seraient sur le lieu de l'exposition ou tu verrais ça dans une autre occasion? Ben, idéalement, s'il était déjà là, avec quelqu'un qui lui dit ah ben là, il y a un intervenant là, si tu as des questions à poser, là, tu sais. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui va avoir l'exposition, puis l'idée qui vient par la terre, j'aimerais ça m'en faire, il peut s'en retourner chez eux, puis il n'y a rien qui se passe parce qu'il rentre chez eux, il ne sait pas sur quelle base de tourner. Là, acheter des outils, je ne sais pas ce que ça prend. Bon, et puis ben, ça décolle pas. Mais si déjà il y avait quelqu'un qui peut lui dire ça te tente, ah ben ça prend ci, ça prend ça, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça, ben, bon, lui donner le coup de pouce. C'est bon. Ça a déjà été fait un peu, ça, du côté de Sorel. Ah oui? Ouais. Du côté de Sorel, il y a un collectionneur que je connais, qui est un prof à la retraite lui aussi, qui est collectionneur, puis qui a organisé, ça fait une couple d'années, une grosse exposition avec ses canards. Il y en avait plusieurs. Il y en avait beaucoup. Là. Sur le canard, vraiment le canard de chasse. Là, puis il expliquait c'était quoi la chasse au canard, comment ça marchait, qu'est-ce que ça prenait pour la chasse, comment est-ce que ça s'installait, qu'est-ce que ça prenait pour avoir un rig pour la chasse, puis avec des canots, puis des vieux canots pour la chasse. Puis c'était vraiment une grosse exposition. Là. C'était fait, ça. Il faudrait voir si ça a donné un boost pour la... Ben oui. C'est quoi son nom? Il s'appelle André Côté. Est-ce qu'il est dans l'annuaire, tu sais-tu? Dans l'annuaire, je sais pas, mais j'ai son numéro de téléphone. OK. Ah, tu peux me donner ça tantôt. Il a même écrit un livre lui, sur la chasse au canard. Ah ouais? Je peux te le montrer si tu veux. Ah ben tu pourras me le montrer tantôt. OK. Ouais. On va finir, puis après ça, on passera à d'autres choses. Puis un coup que, mettons, l'exposition est faite, on a donné le goût au monde là, de s'approprier cette technique-là. Comment qu'on peut procéder pour leur montrer? Mettons, s'il y a des gens qui viendraient, par exemple, ici, à ton atelier, te voir, puis là, que tu leur montrerais comment faire, par quel bout qu'on pognerait ça? Je te montrerai tout à l'heure, c'est... À l'atelier, c'est pas par quel bout comme... Quand tu parles de gens, tu parles de combien? 2, 4, 12, 24? Combien? Ça, ben là, c'est plus à toi de me le dire. Ben là, non, c'est pas... Si on parle de deux amateurs, ça prend pas le même espace physique. Là. C'est pas comme
comme un cours de mathématiques où tu peux avoir 50 personnes en avant de toi. T'en as 10, t'en as 20, t'en as 50, t'en as 100, c'est pas grave. S'ils écoutent tout, là, ça prend juste des chaises pour s'asseoir. Ben ouais. C'est pas pareil. Là. Si t'en as faire de la sculpture, si t'en as 2, si t'en as 12, si t'en as 24, mais là, ça prend de plus en plus d'espace. Là, puis Ben ouais. D'après toi, pour que ça se passe très bien là, pour tout le monde, autant pour ceux qui apprennent que pour toi, par exemple, tu pourrais montrer à combien de personnes en même temps? Chaque geste, procédé. pas nécessairement mon atelier. Là. Mhm. Peu importe, ben, si l'espace est adéquat, il peut en avoir 24. Là, Ah oui? ben oui. S'ils ont chacun leur espace vital pour travailler, là, Ben oui. c'est ça l'affaire. Puis l'outillage en conséquence, pour qu'il y ait des outils dans les mains. OK. Puis au niveau de, mettons, si on parle de ton atelier, on parle de combien de personnes? Si on parle de mon atelier, ben, je te montrerai tout à l'heure. Je sais pas si j'ai envie de faire ça, moi. J'aurais envie de faire ça à mon atelier. Mhm. Il n'est pas vraiment installé pour avoir plusieurs personnes. Mon atelier est grand, mais il est installé de façon pour une personne qui se promène d'un outil à l'autre. Là. Ça prend un certain temps pour travailler. Ouais. J'ai pas d'eau stable dans mon atelier. Puis quel lieu qui pourrait être propice pour faire ça, d'après toi? Déjà installé, déjà prêt. La seule chose que je verrais, ça serait un atelier, une polyvalente. Ah oui? Ben oui. OK. Il y a déjà des établis. Ben oui. Il y a une entente avec une polyvalente pour y aller le soir. Où ce que les adultes viendraient juste utiliser l'espace. Ils amèneraient les outils. Ou bien il y aurait des outils, je sais pas, achetés par ton projet Ben oui. qui seraient emmenés là, puis qui serviraient pour ceux qui viennent apprendre. Mais pas utiliser l'outillage de la polyvalente, là, oublie ça, ils ne voudront pas. Mhm. Puis d'après toi, au niveau de l'achat de matériaux, que ce soit au niveau des outils, puis des matériaux pour une personne, ça peut revenir à combien? Facilement 200 pièces chaque. OK. Parfait. Puis ça comprendrait jusqu'à la peinture. Non. Non? OK. Non. Ça, la peinture, là, à la limite, là, ça pourrait être quelque chose que quelqu'un fait chez eux. La sculpture là, pourrait être faite supervisée, montrer comment sculpter, quels outils que ça prend, comment tu t'y prends. Quand il vient le temps de la peinture, l'étudiant pourrait s'en aller chez eux avec son canard et commencer à le peinturer avec ce qu'il y a comme référence là, dans ses livres. Là. Regarde, la tête du canard est verte, le bec est gris, regarde. Ouais. Puis il revient au cours d'après, s'il est rendu à la peinture, regarde, regarde, le bec il est supposé être un peu plus foncé, plus pâle, regarde, là tu le dirais un peu plus. On peut remettre une couche de peinture sur son affaire. Là. OK. Ah ben c'est bon. Fait qu'à partir des directives du transmetteur. Là, c'est pas. Sculpter des canards, c'est pas tout le monde qui va au même rythme. Il y en a qui peuvent être rendus à faire le peinture, ils ont fini. Ils sont rendus à la peinture, il y en a qui sont même pas rendus à sabler. Le monde ne travaille pas, n'a pas toute la même habilité, puis ils ne travaillent pas tous à la même vitesse. Là. D'après toi, une personne qui commence, ça peut y prendre combien de temps pour faire un appelant tout court ou un appelant de chasse? Il pourrait faire quelque chose je sais pas, une douzaine d'heures peut-être. OK. Parfait. Puis, y aurait-tu des choses à faire attention au niveau de la transmission, des choses à respecter autant des gens comme toi que des élèves, des choses qu'on aurait à penser d'avance, nous autres?
Peux-tu être plus précis un peu? Euh, Donne-moi un exemple. Là. Ouais. Mettons, si je parle, mettons, l'autre jour, il y a un bonhomme qui me dit, ben, pour sculpter, mettons, je conseillerais pour ceux qui débutent, qu'il y ait comme une espèce de gant pour s'empêcher de se couper. Ah, Donc, ben là. c'est un exemple. Bon, c'est pas un must, c'est pas un... J'en mets pas. Là. Non. Puis quand j'ai commencé, j'en mettais pas non plus. Il y en a qui font du vélo avec un casque, puis il y en a qui font du vélo pas de casque. Ouais. Donc, si on veut faire des randonnées, ça prend-tu absolument un casque? Bon, je pense que c'est à chacun de décider là, si ça te prend un gant de boucher là, pour sculpter. Là. Je pense qu'il y a moyen une boîte de plaster peut faire la job aussi. Là. Ouais. Bon, et puis quand tu t'es coupé une couple de fois, c'est une manière d'apprendre à travailler aussi. T'sais. Intéressant. c'est pas comme... c'est sûr que tu peux te couper en sculptant, mais c'est pas comme un accident qui arrive en sculptant avec un petit couteau. Là. C'est pas comme un accident qui arrive sur un banc de scie. T'as pas 4 doigts qui partent. Là. Non, c'est ça. Parfait. Et puis, au niveau de... Y a-tu d'autres choses par rapport à la transmission comme telle? C'est quelque chose qu'on n'a pas pensé, d'après toi, parler par rapport à la transmission? Ou as-tu d'autres idées de façon qu'on pourrait procéder pour transmettre plus sous forme d'atelier là, qu'on a parlé? Est-ce qu'il y aurait du compagnonnage ou plus un cours vraiment précis que le monde s'inscrit puis là ils suivent un cours? Ou quelle façon de transmettre est la plus appropriée selon vous pour l'appelant? Que quelqu'un qui en a jamais fait, puis Ouais. tu lui donnes un bloc, puis il s'essaye, il fait quelque chose, puis à la fin, il dit « Ah, c'est pas pire. » Puis j'ai le goût peut-être d'en faire un deuxième, là. C'est juste Non, ça, j'irais juste qu'au départ, avec la motivation, qu'il y ait le goût, là, vraiment le goût de s'en faire. Là. Tu sais, de dire, je m'essaye, je pense bien que je serais capable, je suis manuel un peu. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas capable de vraiment empoter, si t'es pas empoté, t'es vraiment maladroit, je pense qu'il y a des chances que t'arrives à pas grand-chose, là. Mais c'est un minimum tu sais, t'es capable de changer une poignée de porte, là. Bon. Quand tu es capable là, de... Puis sur combien de rencontres, par exemple, une personne pourrait être satisfaite de son canard? De rencontres, ben là, pour le faire, le canard, pour le sculpter, il faut qu'il soit installé. Comme je te disais, la peinture, il peut consommer chez eux avec une coupe de pinceau, il peut le faire chez eux, même sur la table du salon s'il veut. Mais sculpter, ben ça prend un établi pour s'installer, c'est pas... Ben ouais. C'est pas un canard, tu ne feras pas ça de A à Z, là, avec le morceau sur tes genoux, puis à sculpter avec un couteau, là, c'est là que tu peux te faire mal. Il faut que le bloc soit fixé après une fixture, là, puis tu faisais de par la table pour le travailler avec tes deux mains. Si tu tiens le canard toujours d'une main puis tu sculptes de l'autre, c'est là que quand ça dérape que... Là, ça peut être dangereux. Ça peut arriver quelque chose, là. Mais si le canard est bien fixé et tu travailles avec les deux mains sur l'outil, absolument, c'est difficile de se couper quand les deux mains sont sur l'outil. Puis si, mettons, on irait dans, par exemple, une polyvalente qui nous prêterait un local pour faire ça. Ben, je dirais 10-12 heures, là, c'est sculpté. Ouais. Mais après ça, quelqu'un qui a plus d'aptitude, le prochain canard, il peut mettre plus que 12 heures. Il le fera pas nécessairement. Il l'a fait en 12 heures le premier, ça ne veut pas dire que le deuxième va le faire en 6 heures. Là. Peut-être même le contraire. Le deuxième va peut-être y prendre 24 heures parce qu'il va avoir trouvé des affaires
qui va dire, ah ben oui, regarde, m'a fait ça, m'a affiné ci, ça. Là, il va aller chercher sa forme encore plus précis. Ça va lui prendre plus de temps, mais le résultat va être 2 fois, 3 fois, 10 fois plus beau. Puis pour le premier 10-12 heures, là, mettons pour le premier canard par exemple, est-ce qu'il faudrait qu'il soit supervisé pendant ces 10-12 heures-là? Ou Ben. S'il va tout seul, mais je parle toujours ben, s'il va à l'atelier X, Y, Z, s'il va tout seul, s'il y a déjà un intervenant qui est engagé pour ça, idéalement, il sera là tout le temps. Parfait. Parce que si tu n'as jamais fait, là, tu vas dire, si tu n'as jamais fait, puis tu n'en as pas vraiment toujours regardé, là, un canard, ça a-tu les joues grosses comme ça, le bec est-tu gros comme ça? Si tu n'as pas un intervenant qui connaît vraiment ça, là, pour lui dire, regarde là, il est vraiment trop gros, là, trop gros de là ou de là, ça se peut que à la fin, là, ton premier, là, il ressemble plus à Daffy Duck qu'un canard. Puis d'après toi, ça serait des rencontres de quelle durée qui serait l'idéal? Ben, idéalement, pour être capable que ça avance, ça prendrait, moi je dirais 2 heures. Ouais. Idéalement 2 heures, parce que tu arrives, le temps de t'installer, puis le temps que la décolle, puis c'est 2 heures. Puis... 6 rencontres de 2 heures. Ouais. Parfait, ça. Puis toi, avais-tu quelque chose à rajouter? Non. T'as-tu déjà participé à des événements, des expositions où il y a eu de la diffusion dans des médias, par exemple? Ou remporter des prix? Non. Il y a des collectionneurs qui ont acheté de mes canards, des collectionneurs québécois. Il y en a qui m'ont dit, hey, tu devrais aller dans des expositions. Puis ça me tente pas. Non, ça me tente pas. Je me compétitionne avec moi-même. Je compétitionne avec moi-même. J'ai pas vraiment l'esprit de compétition par rapport aux autres. Là. Je veux pas nécessairement que mes canards soient plus beaux que celui de l'autre. Je veux que le canard que je fais soit plus beau que l'autre que j'ai fait avant. C'est le même que je compétitionne. Gagner des rubans, là. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, acheter un canard qui a gagné un prix. Mais en même temps, là, c'est comme... si tu penses qu'il y a mieux qu'il y ait eu un ruban, tu nécessairement plus beau parce qu'il y a eu un ruban. C'est pas parce qu'une chanson a gagné un Félix qu'elle est nécessairement meilleure. Tu sais, c'est un peu comme ça que je vois ça. Ben oui. Les rubans, ça... Non. Puis est-ce que toi-même, est-ce que tu as une collection d'aplats? D'autres? Ouais? Non. Juste les tiens? Juste les miens. Ouais. C'est bon. Puis est-ce que tu as des articles de journaux qui traitent de ça? Ou... Ben j'en ai un article qu'un collectionneur européen avait fait sur moi dans une revue en France. Ah ouais? Là, je ne sais pas ce qu'il est rendu. Il avait fait une page ou deux. Là. OK. Ah, ben, ça marche. Puis est-ce que tu as une collection de livres qui t'a permis d'apprendre aussi? Puis de voir des canards? Oui, des livres, oui. Ouais. Oui. Pour en avoir combien? Oh, j'en ai pas tant que ça. Non. Je sais pas, 7-8. Parfait. As-tu quelque chose à rajouter pour que le monde t'écoute, par exemple, dans 200 ans? Quelque chose que tu aimerais partager, livrer? Si dans 200 ans, I'm long gone. Ça fait longtemps que je suis parti. J'espère qu'il reste encore une coupe de mes canards. Ouais. On va le souhaiter. Merci beaucoup, Pierre. Ça me fait plaisir.